Peut-être que s'il avait un flingue, il m'aurait tiré dessus. On tire plus comme ça sur les gars. Eux, non, mais moi, oui. Moi, non. J'arrive pas à trouver le mot, c'est-à-dire... calme-toi. J'arrive pas à trouver les phrases, c'est-à-dire... C'est-à-dire quoi? Je suis venu chercher des œufs, mais qui se les foutent aux œufs, c'est cul, ou c'est cul, ces œufs. Je sais plus. Je sens que, au lieu de parler, je vais baragouiner. Je vais baragouiner une langue que ni lui ni moi n'allons comprendre. Lui, il est sorti. Il y a une petite pierre devant sa porte. Là, ça fait un peu de bruit. Il me voit. Il me voit, il me reconnaît sans me reconnaître. Il s'attendait peut-être si peu à moi. M'a sans doute croisé dans les champs. Il sait comment je m'appelle, je suppose. Ça le détend. Qu'est-ce que je suis venu foutre? Je suis pas un chacal. Chacal, c'est pas ici. Ici, c'est les sangliers, ça n'attaque pas les maisons. Il arrive à sortir, qu'est-ce que vous voulez? Puis ensuite, il se radoucit. Il a besoin de quelque chose. Je continue à le regarder, lui et son clébard. Derrière lui, il y a 2-3 têtes qui passent. Des têtes qui s'en sont aussi, maintenant, à quelque chose de plus calme. C'est le monsieur de chez Séraphin. C'est comme ça donc qu'il m'appelle, le monsieur de chez Séraphin, l'ancien proprio. Les femmes rentrent. Il fait un pas vers moi. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Alors je le regarde. Je le regarde et puis j'aurais envie de lui dire sans doute à la fois merde et bonsoir. À la fois, comme il pleuvait, que j'avais envie de sortir, je suis sorti et j'ai du tabac dans ma poche. J'étais jamais venu par ici. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais lui dire. Comment je lui dis pas ça? Je peux pas répondre à ces questions. Je peux pas arriver à répondre allez, je suis là. Je peux pas lui dire acceptez-moi. Ça rime à rien. Je bafoue, je tombe dans des mots. La lampe. Une lampe ici dans la nuit, c'est... Si, une lampe. Une lampe de morte, une lampe du village qui serait morte et que je serais venu lui signaler. Pourquoi à lui? En vertu de quoi, moi, je me mettrais à signaler que les lampes sont mortes dans le village? Ma femme est malade. Pourquoi à lui, je lui dirais ma femme est malade? Mon téléphone est en panne. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Je voulais démarrer, je peux plus, mon moteur est en panne. Non, c'est pas le moteur qui est en panne, c'est... Alors que je lui dise que moi, je suis en panne? Merde! Voilà ce que je lui dis. Merde! Alors il recule, le clébard, lui, il fait un bond aussi sur le côté. Tire sa porte, il rentre dedans, il se barricade, il tire un verrou. Mais il se colle pas le nez à la vitre. Les bonnes femmes, elles aussi, elles ont entendu le coup de fouet. Elles sont mis à grimper sur leurs barreaux. Lui, il rumine même pas. Son clébard, il s'est foutu derrière le poêle. Moi, j'ai collé mon œil à la vitre. Pourquoi j'y ai dit merde? Je deviens con. Je pourrais pas m'en sortir, je pourrais pas sortir demain matin. C'est fini, j'ai dit merde à quelqu'un. Merde à la ville, c'est sans importance. Bousculer le gars de la porte d'à côté de chez vous sur le même palier, ça n'a pas d'importance. Dire merde dans un village, je crois que je viens de casser encore quelque chose. Faudrait que je tape à la porte et que je dise je m'excuse, je suis fatigué.
Je suis pas fatigué du tout. C'est lui qui me fatigue. Qu'est-ce qu'il avait besoin de relever sa tête? Moi, je voulais le regarder. Moi, je voulais voir à travers des vitres. Mais je voulais pas voir, c'est pas vrai. Je me suis foutu dehors comme ça. C'est une histoire qui n'a ni queue ni tête. Ça rime à rien. J'aurais dû aller chez Griot, chez Maclay. Peut-être même écouter encore une xème fois la petite histoire du mutilé. Peut-être que j'aurais pas dit merde. Peut-être que si, en arrivant près d'une maison, un gars s'était mis à rouler sa cigarette et avait poussé la porte d'un coup de queue, j'aurais jamais eu envie de dire merde. Mais ce soir, il faut que je dise merde à quelqu'un. Il fallait que ce soit lui ou un autre, mais il fallait que quelqu'un l'entende. Je me suis arraché de la vitre comme on arrache ses mains d'un morceau de métal gelé et où il reste un petit peu de peau. Je suis pas revenu directement chez moi. Je peux pas revenir, il va falloir que je m'arrête à toutes les petites lumières. Seulement, il y a là aussi, comme dans le désert, un téléphone qui fonctionne. Non pas que de maison en maison on puisse à travers les cloisons se dire « Il m'a dit merde ». Pour eux, je suis « il ». Mais quelque chose qui leur fait dire qu'il y a un « il » dans le village. Un chacal, j'en reviens à ça. Un chacal qui a un étau autour du crâne. Un casque bouillant qu'on serre petit à petit avec une belle vis. Je suis arrivé au bureau de tabac. Il a de bureau que le nom, mais le tabac, il en vend. Il vend que du tabac bleu et du tabac gris. J'ai jamais pu lui faire comprendre que je lui achèterais des cigarettes s'il les vendait. Lui, il a tiré ses persiennes, mais comme ce sont des persiennes qui jointent mal, j'ai pu glisser un œil dedans. Je crois que si j'étais dans une ville basse, je glisserais mes yeux tout le long de la nuit, tout le long de mes nuits, sans inspecter, en regardant sans voir, ou dans une ville haute, en passant mon œil en dessous chaque porte. Quand je glisse le mien dans la petite fente des persiennes, c'est curieux, mais tout à coup, ils se sont agités. Ils sont agités, ils sont levés, ils ont rangé tout ce qui était sur la table. Comme s'ils avaient peur que quelqu'un vienne chez eux, frappe, et qu'ils soient obligés de le nourrir. Ils ne veulent pas me nourrir. Je peux plus me nourrir. Je suis devenu autre chose que l'étranger. Avec merde, je suis devenu un peu leur ennemi. Le buraliste n'hésitera pas, lui, il ouvrira sa porte directement. Franchement, comme quelqu'un qui n'a pas les jetons. Passera la tête dehors et me surprendra, moi encore, en train de regarder dans la fente. Qu'est-ce que vous regardez? Vous nous faites chier. Foutez le camp. Tout le village est dehors. Devant moi. Les hommes, les femmes, leurs enfants déjà vieux, leurs clébards, les vaches, les poules, les fourches, les râteaux, les jougs. Ils ont tout sorti. Il me semble qu'ils ont tout sorti. Normalement, je devrais y avoir droit. La haine, c'est ça, ça vient tout à coup. On a pu en faire ou ne pas en faire, rester dans son coin. Brusquement, on devient comme un papier, toutes les mouches se collent après. C'est ça la haine. On ne peut plus se décoller. On crevera là-dedans, mais on battra des pattes. On fera un bruit, un zing-zing.
J'avance à reculons. Je fais le village à l'envers, je redépasse le fromager, j'arrive sur ma petite place. J'ai la ruelle encore qui descend. Oh, ça n'en finit plus. C'est un caoutchouc qui devrait craquer bientôt. Quand je vais pousser ma porte, moi aussi ça sera avec un coup de cul. Je vais rentrer dans la maison et je vais faire craquer les marches de l'escalier, je me retrouverai dans l'atelier. À croire que si un refuge j'ai, c'est là-haut. Et c'est là-haut, elle, que je la retrouve. Elle me dira comme tu es mouillé. Elle ajoutera, tu as dû attraper froid. Elle ne dira pas c'était prêt. Elle dira je vais te chercher une serviette, une chemise, un pantalon. Ou bien alors elle me dira viens te coucher. Elle n'osera plus dire calme-toi. Elle n'osera peut-être même pas me regarder en face. C'est si silencieux dedans, mais si silencieux. Je la supplie sans pouvoir le faire et sans pouvoir le formuler, je la supplie de dire quelque chose, de parler de n'importe quoi, d'elle, de ses règles, qu'elle me dise j'ai mal ou qu'elle me dise, mais qu'elle dise, parce que moi je ne peux pas dire, je ne peux peut-être plus arriver à me dépatouiller. Pourtant, elle est tellement greffée, branchée sur moi. Elle devrait à la source pomper tout ce que je suis en train de ressentir. Il doit y avoir une rumeur dans le village. Quelque chose qui ressemblerait à une petite mise en route d'une troupe avec des sabots, des galoches, des chiens qui aboieraient. J'ai envie de lui dire, je t'en supplie, sors. Non pas sors et va vers eux et dis-leur quelque chose, mais sors. Ou bien prends la voiture, même si tu ne sais pas rouler de nuit. C'est facile, tu ouvres les phares en grand, ça fait rien si tu aveugles les autres qui sont en face. Il n'y a pas d'en face, il n'y a pas de voiture qui vienne à la cour. Il n'y a rien, pars, crois-moi. Pars, je suis pas en train de chialer, je suis pas en train de me fendre en deux, de me rouler dans la merde. J'ai dit merde, c'est pas grave. Mais le fait de l'avoir dit, de n'avoir pas pu me contenir, je viens de brûler une petite botte de paille dans laquelle on était dedans. Je pourrais plus maintenant revenir. Comprends-le avec mes yeux. Prends-le avec les tiens. J'ai l'air d'une bête. Elle me tâte, elle me touche. Elle finit par sortir, ça ne va pas. Je secoue la tête dans tous les sens. Ça veut dire oui, puis ça veut dire non. Elle essaye de me faire comprendre, de me rassurer avec ses petits doigts. Elle passe sa main dans mon cou. Ils ont l'air de dire, t'es si trempé. Puis d'un seul coup, elle vient vers les reins. C'est machinal, mes reins, c'est ses reins. Elle sait que c'est là que j'attrape froid, donc qu'elle attrape froid. Elle finit par dire encore un coup, mais t'es si trempé. Seulement, elle n'arrive pas à se reculer. À aller ouvrir un placard, à ramener un calcif, un tricot. Il me semble que si je ne m'assieds pas maintenant, je vais pouvoir rester droit toute ma vie. Je vais refuser tous les sièges qu'on me donnera. Je me suis traîné le cul sur les chaises pendant des années. À un point que je pouvais plus chier. Plus chier, plus pisser. Toujours avec une feuille devant le blaire. Une feuille, un crayon dans une pogne, une gomme dans l'autre. Et c'est vrai, ça doit pas aller. Alors par faiblesse,
Par trouille, elle se met à jacasser, comme les poules après le coq, comme les sabots du mec qui se lève et qui va amener le foin. Elle dit n'importe quoi. Elle me parle de quand elle était petite et puis elle saute quand elle était en sana. Elle revient au pain qu'on mettait sur un étang avec une bougie dessus pour conjurer le sort d'un noyer. Là où s'arrêterait le pas avec la bougie, là où la bougie commencerait à vaciller, c'est dans le fond, dans la vase, qu'il y a le gars qui patauge maintenant. Du bout de pain, elle revient ici, elle nous parle du chat. Du chat, elle repart ailleurs. La rue Friand, le petit divan, les taches de foutre sur le parquet, la peur qu'elle avait de se faire foutre enceinte. De temps en temps, elle me dit, rappelle-toi, souviens-toi, on a une vie. Elle aurait envie de dire merveilleuse. Elle voudrait dire aussi une vie comme je la voulais. Elle arrive à me dire, je suis heureuse. Moi, je suis droit dans un brancard, je m'appuie dessus. Je pourrais essayer de tomber, je tomberais pas. Un gars qui a l'impression d'avoir des clous en dessous les pattes, des clous, des vis, des loquets, des verrous, en dessous chaque bras, une charnière, sous la langue, un petit marteau, une paire de tenailles, une pince, une scie, un rabot, dans la tête un établi, une musette dans chaque oreille, un lit dans chaque trou de nez. Je dégoise. Ça se déroule, ça s'enroule, ça va aussi dans tous les sens. Les autres, ils doivent être maintenant à la hauteur de la fromagerie. Ils ont peut-être réveillé le fromager. Peut-être qu'il dormait pas, peut-être qu'il dormait en regardant sa télé. Il y en a un qui dit « il m'a dit merde ». Puis les autres qui disent « oui, il a dit merde ». Puis le fromager qui dit « s'il a dit merde ». Puis il se retrouve avec eux. Puis il ramasse comme ça, c'est un grand ratissage dans le village, homme par homme, pour faire un bel assaut. Ils sont arrivés peut-être sur la place. Ils ont dépassé la maison de Tony qui est vide et qui regrette maintenant. Il aurait dû le retenir, ça aurait fait un bras de plus, même à 83 ans. Ça compte un bras. C'est peut-être moi qui continue à compter, à calculer. Un bras de plus, ça sert peut-être à rien. Je suis le maniaque du classement. Je compte tous les soirs le nombre de clopes qui restent dans mon cendrier. Je compte même les patates quand je les épluche. Quand le matin, je lui dis « Qu'est-ce qu'on va bouffer à midi ?» Alors elle me répond « On va faire la soupe ». Moi, je me descends, tout doucement vers la cave. Je prends une poignée de carottes, puis je lui dis « 8, c'est assez ?»« Oh ben, tu verras bien, on leur descendra. »« Non, non, dis-moi un chiffre juste, 8 ou 9 ?» Elle me dit 9. Je remonte avec mes carottes. Je les affûte avec un petit couteau éplucheur. Je coupe les deux extrémités. Je lui demande si pour la soupe il faut les couper en rondelles ou en longueur. Elle me dit en carreaux. En petites rondelles si tu veux. Alors je commence à les couper en rondelles, méticuleusement. Ma carotte, ma deuxième carotte, ma troisième carotte, ma cinquième, ma sixième, ma septième, ma huitième. À la neuvième, j'ai les doigts jaunes, j'ai la toile cirée qui a ses petits coups. D'un côté, j'ai les épluchures, avec les trognons. De l'autre côté, j'ai mon petit tas de carottes. Des fois, j'essaie de les reconstituer, rondelle après rondelle, après avoir regardé le très joli petit dessin qui s'irise dans le milieu, autour de l'âme toute jaune. Puis quand je les ai reconstitués, je les défais, je les mets dans la casserole. Je lui demande s'il faut mettre de l'eau froide ou de l'eau chaude pour faire la soupe, j'ai jamais compris. Elle me dit que j'aurais dû mettre un poireau, je vais chercher un poireau. Je retire les poils du poireau, je coupe les queues qui sont un peu abîmées, les quelques feuilles qui sont autour. Je sais que dans le milieu du poireau, je retrouverai toujours un peu de terre. Je le passe sous le robinet. Avec mes doigts, je farfouille à l'intérieur des poireaux, dans les fans. Je nettoie,
Je fais sortir quelques insectes. Des fois, je les écrase en dessous mon ongle. Ça fait crac-crac. Quelquefois, je décide de les sauver. Je leur promets aussi un petit voyage. Il y a des moments où je les fous carrément par la fenêtre, ils se démerdent. D'autres moments, je les fous dans la poubelle, et la poubelle, tout de suite, je vais l'acheter dans les ordures. Je leur dis qu'ils vont voir du pays. Les poireaux, faut les mettre dans de l'eau chaude. Les carottes dans de l'eau froide. Les patates, il faut les mettre seulement un quart d'heure avant de les manger, sinon elles éclatent et elles sont plus bonnes. Maniaque du classement, amnésique dans le classement, puisque le classement ne sert à rien. Puisque quand je regarde, je comprends pas. Alors je suis fendu, fêlé, coupé, ou alors compact, énervé, tassé, bloqué, enfoui. Des mots, tout ça. Des mots. Pour le beefsteak, ben c'est pareil. Il y a un grill. Il faut le faire chauffer, le grill. Puis mettre le beefsteak dessus, puis regarder la fumée. Ouvrir la fenêtre, faire un petit courant d'air, pour pas que ça sente. Donner 2-3 coups de couteau dessus, un couteau bien aiguisé, que j'aime aiguiser, avec un petit appareil que j'ai acheté une fois, au marché. Un camelot. J'étais le seul à lui avoir acheté ça. Il paraît que ça pouvait affûter à la fois les haches, les scies, les ciseaux et les couteaux. J'ai pas de hache. J'en ai une, mais je veux pas qu'elle coupe. Mon petit beefsteak, je le retourne. Une fois qu'il est retourné, je le mets dans l'assiette. Puis quand je le fends en deux, à chaque fois, elle me regarde. Elle sait que je pense toujours à son sexe quand je donne un coup de couteau dans toute la longueur du beefsteak, qui se fend puis qui bavouille légèrement de sang. De sang qui est rouge et jaune. Un petit peu d'eau quelquefois qui sort. Les nerfs que je décortique, que je mets sur le côté. Le chat qui commence à me donner des coups de griffe. La chaise qu'il veut que je mette à côté de lui. Je les ai tous rendus maniaques. Je leur ai tous appris à ranger quelque chose. Même le chat, quand il a pissé, il ne peut pas faire autrement que de bien ranger sa caisse. On l'a même dressé, pissé le soir avant d'aller se coucher. Et quand il n'a pas envie de pisser, je me mets à pisser à côté de lui, à faire du bruit avec mon pipi, comme quand elle était malade et qu'il fallait qu'elle pisse, elle, que le médecin avait dit « il faut uriner, pisser c'est bon », et qu'elle me disait « mais j'ai pas envie parce que je suis toute la journée allongée ». Alors je pissais dans une boîte de conserve en faisant beaucoup de bruit. Elle tournait la tête et à chaque fois, ça lui donnait envie. Alors elle faisait pipi dans le bassin. Tout le monde fait pipi quand j'ai envie de faire pipi. Mon pipi et mon caca. Si j'ai pas chié, tout le monde tourne rond. Si j'ai chié, tout le monde tourne carré. Maintenant, ils doivent être près de la maison. Ils y sont peut-être depuis un petit moment, ils n'ont pas peur de la flotte. Ils sont décidés à faire quelque chose. Elle les a entendus descendre dans la ruelle. Elle m'a dit qu'est-ce qu'ils veulent. Puis après elle a dit il doit y avoir quelque chose dans le village, alors on vient de chercher. Puis elle n'y croit pas. Faudrait encore que je lui redise qu'est-ce que j'ai fait. Je la regarde, puis je lui dis merde. Ça c'est clair. Je te dis merde. Je leur ai dit merde et je vous dis à tous merde. Ensuite je lui dis tout. Elle me demande quoi tout? Avec des yeux si immenses, des yeux qui crient. Je vais m'évanouir, dans la nature, partir. Depuis le temps que j'ai décidé que je devais partir. Qu'un jour viendrait où j'en aurais vraiment marre de tout. Marre et d'elle et de moi. Où toutes ces tables que j'ai disposées, arrangées,
au point que si, quand elle fait le ménage, elle touche légèrement et elle désoriente d'1 ou 2 centimètres un objet quelque part, je dis, tiens, tu as touché à ça, et je remets l'objet très exactement dans sa position. Chaque lampe, chaque livre, elle doit me demander, avant d'y toucher, si elle peut les prendre. Devenue dressée, esclave moi-même de ce dressage. Un jour devait venir où j'allais elle. Elle au pluriel et elle au singulier. Elle ma table, elle mes tables. Eux mes dessins, eux mes bouts de papier. Ce qu'on appelle pompeusement des textes. Des manuscrits à la machine, des manuscrits à la main. Des notations dans tous les coins, des bouts de paplard en dessous chaque bouquin. Des notes prises. Chaque page cochée, des croix que je n'arrive plus non seulement à interroger, mais à en comprendre l'utilité, le ce que j'avais voulu dire, le ce que j'avais voulu en faire. Ils sont bons à être devant la porte, à attendre, à piétiner, ils se dégonflent encore d'appuyer sur le bouton de sonnette, parce qu'ils n'ont jamais mis leurs doigts sur un bouton de sonnette, les types du quartier d'en bas, ceux du quartier d'en haut. Oui, de temps en temps, ils sont venus, ils ont appuyé. D'autres se sont refusés à pousser ce petit bouton électrique un peu magique pour eux qui ne leur plaît pas, alors ils cognaient à la porte. Oh, puis cette voix qui me les casse. Cette voix sans intonation intérieure. Cette espèce de corde qui sort toujours le même son comme un la pour une guitare, sur laquelle tout devrait être accordé, mais dont l'accord ne sort pas. Cette littérature de la pensée. Ce mode et cette méthode. Ce larynx enroué comme un labyrinthe étranglé. Tu butes, je bute, il bute, nous butons, vous butez, il bute. 2, venez ici. 2, approchez-vous. 2, dites-nous ce que vous pensez. 2, dites-nous ce que vous savez. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30, 35, 40, 45, 50. 2, dites-moi. 2, dites-nous. Fred, dis-moi. Fred, dis-nous. J'ai cru me dissimuler derrière un autre nom. J'ai pas eu le courage. Je me suis déballonné. J'ai foutu un autre nom sur les choses. Après, je l'ai revendiqué. Les dessins seraient signés de mon nom. Fred 2. Si je m'étais obéi, j'aurais dit Fredo 2. Fredo, il a laissé sa peau quand il avait 18 ans quelque part. Alors de Fredo, j'en ai fait Jean. J'ai pris mon deuxième nom. Alfred Jean Lucien 2. J'ai pris Jean. Puis 2, je lui ai demandé à elle en russe comment on disait 2 en russe. Elle m'a dit Dva. Alors de Dva, je suis passé à con, abruti, Dva-con, ça n'allait pas, Dva-bruti, ça n'allait pas. Je suis arrivé à Sceaux, Dvasso, Dvasso. Je suis devenu Jean Dvasso. Puis comme ça avait un petit côté qui veut rien dire mais qui dit quelque chose. Je me suis mis à trafiquer mon nom, à le façonner, à le buriner, à le graver. J'ai passé des jours à le Dva le transformer en doux, à conserver le adoua et y foutre le saut au bout. Rien ne veut rien dire. Tout n'est qu'un petit tas de merde. Petit tas de merde qui veut rien dire non plus. Pas plus que Fredo, pas plus que Jean, pas plus que Fred. Pas plus qu'elle, pas plus que Stéphane. Ou maison, village, table. Descends. Descends
Viens prendre quelque chose. Laisse-les dehors, ne t'occupe pas d'eux. C'est moi qui m'en charge. Prends quelque chose, couche-toi. Prends aussi, si tu veux me croire, je le dis, pour ton bien. J'en ai marre de ton bien. Eh bien quand même, même si tu en as marre, je le dis pour toi. Je te dis pas ça ne sert à rien, je te dis je te comprends. Prends quelque chose, couche-toi, dors. Demain, oui, demain, eh bien demain tu verras. Demain on y regardera de plus près, ce soir n'en parlons pas. Et si tu veux, on partira. On partira où? Qui t'a demandé de partir? D'abord, si je pars, je partirai seul. Je partirai seul parce que toi aussi tu me fais chier, je te l'ai dit, toi aussi. J'en ai marre de te sentir là, à côté de moi, à si bien me comprendre. J'en ai marre d'être si bien compris, parce que si bien compris, ça ne veut rien dire. Oui, je sais, tu ne sais pas, arrête de dire tu sais, tu ne peux pas savoir. Bon, très bien, je ne peux pas savoir. Alors fous-moi la paix, mais je te fous la paix, je n'arrête pas de te foutre la paix. Eh bien, pour un peu, tu me dirais, t'as tout fait pour me comprendre, pour me laisser, pour me voir. Comme on t'a dit une fois, voilà ce que c'est que de toujours obéir à un type. Alors dis-le. Ne te mets pas en colère. Mais je ne me mets pas en colère. Je peux plus me mettre en colère. Je dois vivre dans la colère. Une colère dont je te rends responsable. Non, je te rends pas responsable. Dont je rends le chat responsable. Dont je rends personne et tout le monde responsable. J'ai plus rien à foutre avec toi, plus rien à foutre avec vous. Comprends-le, j'ai envie de ne plus rien à foutre avec moi. J'en ai marre, moi, de débiter. D'abord, je sais même pas ce que je débite. J'en ai marre de parler, mais je sais même pas si j'en ai marre de parler. Il y a des gars que je comprends, puis que j'arrête de comprendre. Et puis, j'en ai marre de ce et puis aussi, et tu vois bien que je barbote. Laisse-moi, va les voir. Va les voir, parle-leur si tu as envie de leur parler, si tu peux leur parler, je ne sais pas ce que tu pourras leur dire, va les voir. Sinon, je sais ce que je vais faire. Je te jure, je sais ce que je vais faire. Je leur tire dans la gueule. Je prends mon flingue, je leur tire dans la gueule. Je te dis que je vais leur tirer dans la gueule. D'abord, je ne vais pas attendre, voilà ce que je vais faire, je vais leur tirer dans la gueule. Et si tu te fous en travers de moi, je te tire dans la gueule aussi. Des yeux, c'était des volcans. Elle mettait les mains en avant, puis elle les secouait. Ça voulait dire, oui, très bien, tu leur tireras dans la gueule, mais demain, pas tout de suite. J'ai foutu une tape sur ses mains. J'ai dit, bas les pattes. Bas les pattes, maintenant c'est fini. J'ai dit, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Verstehst. Fertig. Ouais, je sais très bien. Le chien, le Hund. Mais ich und ich ein Hund. Ja, oui, good, bon, parfait, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a, hein? Puisque tu vois tout, tu comprends tout, tu sais tout. Alors maintenant, ça y est, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Que je te foute par terre, que je te chie dessus, que tu la bouffes ma merde, c'est ça? T'es prête à tout bouffer. Je te respecte pas. Je te déteste. C'est de ta faute. Elle a toujours ses mains qui tremblent, qui ont l'air de dire « Arrête, 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 arrête. Arrête, continue, arrête, fais tout en même temps. Je t'en prie, voilà, c'est ça, je t'en prie. À genoux, à plat ventre, couché, n'importe comment, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Eh bien, je t'en prie, non, plus de prière, plus rien. Maintenant, taille-toi de mon chemin. Taille-toi de mon chemin. Je te demande, regarde-moi, regarde-moi bien. Fais voir tes yeux. Regarde les miens. Regarde les miens. Je ne te trompe pas. Je te trompe plus. Tu les vois? Tu les vois? Je te demande, tu les vois, je te demande pas de faire venir des larmes dedans. Je te demande de me regarder, d'arrêter de chialer. À chaque fois que tu chiales, tu m'énerves. À chaque fois que tu...
Mais arrête, mais une bonne femme c'est fait que pour chialer, pour pisser. Ça sait pas faire autre chose que de se foutre dans son coin, puis d'attendre l'avalanche, et puis sous l'avalanche, d'attendre encore, et puis une fois que l'avalanche est passée, d'attendre toujours. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Tu peux pas ouvrir un tiroir, prendre un couteau, puis m'en foutre un coup dans la gueule. Ça, tu peux pas, hein? Tu peux pas, tu t'es laissé baiser, voilà. Tu t'es laissé baiser. Ben moi, je veux plus me laisser baiser. Tu m'as baisé. Je te dis, tu m'as baisé. Puis le chat, il m'a baisé. Ah non. Non. Non, c'est non que je te dis, c'est tout, c'est non. Voilà, non. Chut, du vent. Allez, du vent. C'est pas écarté. Il a fallu que je la contourne. J'ai grimpé 4 à 4 les marches. J'ai pris mon escalier. Il était beau avec sa grosse poignée entre mes pognes. Je l'avais voulu définitif. J'avais décidé, cet escalier-là, ben, ça serait la chose la plus solide de la maison. Même si la maison s'écroule, l'escalier restera droit. Tout seul, pendu au 2e étage au-dessus du sol. Je m'en fous, mais il restera droit. Cet escalier-là, ça sera ce que j'aurais fait. Et puis si la maison reste la maison, ben un gars, un jour, quand il montera les escaliers, il regardera l'escalier, il verra que c'est pas un professionnel qui l'a fait. Il verra que c'est un gars qui voulait que ça soit plus que costaud, au-dessus du solide, au-dessus du périssable. C'est même du bois que j'aurais voulu unifier. Imputricible. Mon escalier. Entre mes mains, la grosse rampe carrée que j'avais légèrement passée au papier de verre. Et glissait comme de la flotte. Quand j'étais môme, j'aimais bien tenir le jet de l'eau dans mes mains. J'essayais de la bloquer, elle éclaboussait partout. Je refaisais tout petit, tout pincé, le rond. J'aimais saisir de l'eau. Dans l'atelier, je vais tout droit, dans le fond, au-dessus de la table, là où il y a la petite machine à écrire et le magnétophone, et toutes les feuilles qui sont partout par terre. J'ouvre la boîte. Une boîte en bois que j'ai faite moi-même, et à l'intérieur de laquelle dort le petit revolver. Un petit revolver à barillet, 6 balles, et à côté des petites balles pêle-mêle. Et à l'intérieur de la boîte, sur le couvercle, en prévision d'un jour qui viendra, peut-être d'un jour qui devait venir parce que j'avais écrit cette petite étiquette punaisée dedans, réfléchir pour s'en servir. J'ai pas besoin de réfléchir pour m'en servir, il faut s'en servir. Je prends mon flingue et je descends. Dans ce qu'on appelle la pièce du milieu, où il y a le téléphone, avec une petite lampe à côté du téléphone, un petit cahier, toujours un crayon pour prendre des messages qui n'arrivent jamais. Dans cette petite pièce du milieu, elle est là. Elle voit le flingue à la main, elle secoue la tête. C'est pour elle comme si elle se trouvait en Lituanie ou en Pologne, il y a 50 ans, mais aussi dans 50 ans, et qu'un type énervé soit rentré dans la maison et ait dit « Tous les juifs, je vais les flinguer ». En me regardant, elle retrouve en moi l'ordure, le goy. Et alors? Et alors?